Bonjour à tous, bienvenue. Merci à tous ceux qui ont choisi cette conférence, cette table ronde sur la santé mentale. Je vais commencer par un proverbe africain qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Et moi, je crois qu'il faut tout un village pour venir en aide à une personne qui est en détresse psychologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réuni un village de professionnels engagés, de paroles diverses, qui ont choisi aujourd'hui de parler de ce sujet de santé mentale, sujet qui reste un peu tabou encore cette année, en 2025. Et je me présente, je suis Sana Barry, manager de transformation de production. Ça fait 12 ans que je suis dans ce domaine, un secteur à haute tension pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, on est à la Prod Tour, donc la plupart de nos invités connaissent ce secteur. J'ai choisi de parler de ce thème parce que c'est important. Derrière les équipes qui travaillent, qui gèrent les incidents, il faut des mentales solides. Donc, je présente aussi mes invités. Je suis ravie de vous avoir et je vous donne la parole pour se présenter. Vanessa ? Merci Sana, merci pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Vanessa Priard, je suis psychopraticienne et formatrice. Donc j'accompagne des personnes individuelles sur de la thérapie psychocorporelle avec de nombreux outils autour du corps, et je suis aussi formatrice et j'aime intervenir dans les structures, organisations, institutions, associations sur des questions de santé en général, santé mentale, santé au travail, la question du sens, du lien, du collectif, voilà, toutes ces choses-là. Et je passe le relais. Merci. Sonia ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Dominguez. Donc moi je suis coach et formatrice en entreprise et praticienne en programmation neurolinguistique. Et donc j'ai eu la chance de accompagner, coacher des managers IT d'une banque dont je tairai le nom. Et la santé mentale est un sujet qui me parle moi déjà personnellement très fort. Et donc je trouve que je suis très honorée de pouvoir venir en parler aujourd'hui avec vous. Avant juste de passer à toi, Jennifer, pour gagner du temps, je vous invite à scanner ce QR code parce que vous aussi, vous allez participer avec nous à répondre à quelques questions qui vous feront peut-être réfléchir par rapport à ce sujet. Je vous invite aussi de scanner en parallèle. Jennifer, à toi. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Jennifer Bréval. Je travaille à la Société Générale depuis 20 ans bientôt. Et je suis manager d'équipe IT et j'ai fait 15 ans de prod avant de devenir manager. Et effectivement, la santé mentale, c'est un sujet du quotidien dans des équipes qui sont poussées à la performance, donc je pense qu'on en discutera tout à l'heure, et à l'efficacité. Et c'est quelque chose de difficile à gérer dans un environnement justement où on doit toujours produire plus, d'avoir du temps pour travailler sur la santé mentale de nos collaborateurs. Donc merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à vous d'être là parmi nous. Donc, avant de répondre vraiment à la question « C'est quoi la santé mentale ?» Donc, je vais vous inviter à faire un petit quiz avec nous. Je peux commencer avec la première question. Vous avez 30 secondes pour répondre. Et comme on est dans la santé mentale, je peux vous autoriser un peu quelques secondes de plus. Alors, première question. Vous est-il déjà arrivé d'aller travailler en étant en souffrance psychologique ? Donc, stressé, fatigué, anxieux, un peu perdu. Donc, on a quand même réussi à avoir les 3% de pour le moment, de non. Je veux bien votre secret. Pas répondre, on respecte. Ceux qui sont heureux devront nous donner leurs tips à la fin pour qu'on puisse les repartager. Merci de venir nous voir. Alors, on donnera la parole pour ceux qui n'ont jamais vécu cette situation. Donc voilà, on est à 94% de personnes qui sont déjà passées par là. Peut-être c'est intéressant d'observer que du coup, on est à peu près tous touchés, du coup. En tout cas, ceux qui ont répondu, il n'y a pas de... C'est pas un cas isolé, quoi. On peut passer à la deuxième question. Dans ces moments, vous êtes-vous senti capable d'en parler à un collègue, à un manager ? Ça bouge. Intéressant. Okay.
encore quelques secondes. Ouais, on est quand même à peu près 50%. Ah non, ça diminue. Il y en a qui changent d'avis en live. Voilà, c'est ça. Donc on est un peu... on a quand même 70% qui réussissent à en parler, c'est très bien. Avez-vous déjà cherché à agir ou à vous faire aider dans ces situations? Donc, au-delà d'en parler, est-ce que vous êtes allé à une étape supérieure? Donc, oui, en consultant un professionnel. Non, je préfère gérer seul. Oui, en me confiant à quelqu'un. Non, je ne sais pas quoi faire. Ah oui, c'est très serré. Ah, vous verrez là, entre je préfère gérer ça seul, hein, Et je me confie à quelqu'un. et je me confie à quelqu'un. Ouais. Ok. Il y a encore la barrière par les consultants professionnels, c'est pas quelque chose de... Visiblement, c'est pas le premier choix. Non. Donc là, on est à peu près 27%. Est-ce que c'est pas des étapes? Est-ce que ça peut pas être des étapes, ça? Bien sûr. Complètement, peut-être d'abord qu'on en parle à quelqu'un, puis ensuite... Ouais. Et peut-être que c'est pas des étapes, c'est tout arrive à plein de moments en même temps. Enfin, on alterne dans tout ça. Très bien, merci pour vos réponses. C'est vraiment C'est intéressant. intéressant. Donc, c'est aussi pour vous, pour que vous vous posiez ces questions avant qu'on démarre. Et Vanessa, je t'invite aussi à... Oui, justement. C'est quoi la santé mentale? Justement, oui, par rapport aux résultats, c'est intéressant de voir comment donc un tiers est prêt à en parler à un proche. Le sujet de la santé mentale a toujours un rapport de près ou de loin au lien social, au lien à l'autre. On finit toujours par parler du lien. À tel point que si on se souvient en fait sur la question du lien, comment c'était compliqué pendant la période de Covid, on revient toujours à cette période, on en parle souvent, mais elle a été quand même assez historique dans certains de nos dysfonctionnements dans la relation à l'autre, dans notre capacité à gérer l'isolement et la question de la santé mentale. Et donc, les liens ont été fortement touchés. Et donc, suite à ça, le gouvernement a jugé bon de mettre en place le programme Santé mentale, grande cause nationale 2025. Donc, ça se met en place progressivement avec différentes actions. Et notamment pour ajouter, en fait, élever, on va dire, le niveau de culture des Français sur ce sujet, parce que c'est une question qui reste très taboue. Et donc, l'idée, c'est de mettre de la connaissance sur les troubles les plus courants, comme les troubles anxieux, avec toutes les phobies qu'on a pu développer pendant cette période, notamment, et les addictions et la dépression. Voilà les 3 sujets. En sachant que on a 20 fois plus de risques il y a 20 fois plus de risques de suicide dans les troubles dépressifs. C'est vous donner une idée de ce qu'on vit en fait en France, notamment sur cette question. Par exemple, une personne meurt par suicide chaque heure en France. Ça vous donne une idée de l'ambiance. Et donc, ce n'est pas du tout un sujet qu'on aborde. C'est très tabou. Donc, partant de ce principe, pourquoi c'est tabou? Par peur du regard de l'autre, par peur du sujet qu'on ne connaît pas du tout ou pas bien, et aussi, là, on peut le ramener à la sphère professionnelle, par peur du rejet du maillon faible, c'est-à-dire des fois que cette personne touchée par un trouble ne se rétablirait jamais ou pas très bien et resterait un peu un poids dans l'équipe parce que vulnérable et fragile. Voilà, donc ça donne aussi un peu la difficulté, on va dire. Peut-être que je peux... Santé mentale, c'est toujours associé au burn-out. Quand on parle de burn-out, on se dit... c'est le seul sujet qui existe dans le travail, en tout cas. Non, pas du tout. Le burn-out, c'est Sonia qui va intervenir juste après, mais je voudrais juste ajouter quelque chose sur, en fait, on va dire que la santé mentale, juste basiquement, c'est la composante de notre santé globale. Voilà, c'est tout, en fait. C'est là où on parle de santé mentale. Il s'agit simplement, en fait, de considérer que parfois on va bien, parfois on va moins bien, et la santé mentale est une affaire d'équilibre, en fait, entre les événements plus ou moins heureux et malheureux et notre capacité à surfer, en fait, sur ces événements. La santé mentale, en fait, c'est ça. Et sans pour autant développer un trouble psychique. Voilà. C'est pas parce que je vais pas bien que je vais développer un trouble.
Un trouble psychique étant une modification de comportement sur un temps donné qui va impacter la vie quotidienne, qui va vous empêcher de faire des choses. Voilà, ça c'est un trouble psychique. Je peux donner juste quelques chiffres à la volée. 30% des personnes en France ont quelqu'un dans l'entourage qui est touché par un trouble psychique. 30%. Une personne sur 5 sera touchée dans l'année en France par un trouble psychique. 1 sur 5. Au travail, les troubles psychiques sont la première cause d'arrêt maladie longue durée et le deuxième motif d'arrêt de travail. Voilà, ça donne aussi la tendance. 23% des salariés aujourd'hui sont dans un état de santé mentale critique, voire à risque de dépression. Voilà, c'est un petit peu... Les sources, en fait, des chiffres... Oui, alors j'ai consulté le Datascope de AXA de l'année dernière. Ce sont des chiffres issus de Malakoff Humanis, enfin voilà, des différentes sources en fait, plus ou moins récentes. Voilà, et la santé mentale coûte chaque année 80 milliards d'euros en France, en fait, les troubles liés à la santé mentale. Et donc là, on peut se poser la question du sens au travail et du burn-out, justement, puisqu'on en parle beaucoup. Ce que tu dis me fait me dire aussi que comment est-ce qu'on vit sa santé mentale dans le pro ? Comment est-ce qu'on vient avec ça le matin, entre guillemets. Je pense que, je ne sais pas si vous avez vu la série Sévrance, qui est en ce moment un peu en vogue. Je ne pense pas qu'on enlève sa veste perso pour arriver en entreprise. Donc, comment est-ce qu'on arrive justement au quotidien, avec ses managers, avec ses collègues, à assumer peut-être des questions de santé mentale plus ou moins lourdes. Et donc je trouve ça me fait du bien qu'on mette de la conscience là-dessus, qu'on en parle, que ce soit plus un tabou. Pour l'avoir vécu personnellement, je trouve que c'est libérateur. Donc voilà, ça me fait écho. Et du coup, j'enchaîne sur la question du burn-out. Donc le burn-out, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Aujourd'hui, il y a quasiment un article sur 4 dans la presse qui parle du burn-out. Donc c'est un sujet qui est né dans les années 70 et qui est revenu un peu à la mode. Donc d'abord, ce n'est pas une fatigue passagère, c'est pas un volume trop de travail. Le burn-out, c'est vraiment un effondrement, la notion de collapse en anglais. Donc, c'est un effondrement à 3 niveaux. Donc, il va y avoir le niveau émotionnel. Je me sens vidée, je suis anxieuse, je suis frustrée, je suis angoissée. Il va y avoir le niveau cognitif. Quel est le sens de ce que je fais ? Et est-ce que je suis reconnue dans ce que je fais ? Et après, il va y avoir le niveau physique, où là, il va y avoir le corps qui va parler, parce que peut-être que les signaux n'auront pas été écoutés. Donc, je vais revenir à ça après. Ce qui est intéressant de nommer, c'est qu'il touche paradoxalement les personnes les plus fortes. Alors, j'ai entendu beaucoup, mais moi je suis pas faible. Alors, il n'y a pas de faible, il n'y a pas de fort, c'est pas ça que je veux dire, mais les personnes qui vont se surinvestir, qui vont donner plus, qui vont être hyper investies, qui vont vraiment, en fait, toujours serrer les dents très très fort et aller encaisser, alors que potentiellement il y a des choses qui se passent entre guillemets à l'intérieur d'elles. Donc, si on devait le théoriser, c'est quand le niveau des demandes que l'on reçoit, donc la pression, l'urgence, les charges, est supérieure aux ressources que l'on a. L'énergie, le sens, le temps. Et donc là, ça crée un énorme déséquilibre qui fait que on s'effondre. Et donc il y a 2 niveaux. Il va y avoir le premier niveau qu'on va appeler les signaux faibles. Donc ça va être pour pouvoir les détecter. Donc d'abord, on va commencer à être très irritable. On va être en suractivité, vu que c'est des personnes très investies. On va faire plus. Je peux prendre, vas-y, donne ça, attends, t'inquiète, je te soulage, c'est pour moi, je vais le faire, etc. Là, ça nous parle. Genre de la prod. Le sens J'ai du hâte de service. ton témoignage. Oui. Le sens de service, Jennifer. On va par exemple revenir de week-end alors qu'on s'est trop bien reposé, mais on va être complètement fatigué. On va commencer à plus avoir de plaisir dans les choses simples de la vie. Donc ça, c'est les petits signaux faibles. Et après, il va y avoir les signaux forts. Les signaux forts, ils sont beaucoup plus intenses. Oula, plus sérieux là. Typiquement, on peut avoir des situations de perte de mémoire. Donc, il y a des personnes qui vont consulter en pensant avoir un début d'Alzheimer, alors que c'est un burn-out. On peut avoir des troubles de l'attention. Et puis, petit à petit, on va avoir des troubles physiques. Donc, on va commencer potentiellement à avoir de la paralysie. Moi, j'ai une de mes clientes en coaching qui me disait, un jour, j'ai eu comme les jambes coupées, je ne pouvais plus me lever. Je dis, ah ouais, c'est vrai que ça ressemble énormément à ce qu'on appelle un burn-out. Et elle me disait, je n'arrivais plus à sortir de mon lit. Donc, il faut énormément d'années, enfin de mois notamment d'années, pour se remettre d'un burn-out. Donc, c'est quelque chose de très lourd. Et donc, peut-être aussi se dire que c'est un ensemble de symptômes qui mènent
à ce collapse, à cet effondrement. Et le risque, peut-être, je me permets de rebondir, mais le risque, peut-être, c'est de se dire aussi qu'à partir du moment où on commence à aller mieux, on peut repartir de plus belle, alors qu'il faut vraiment le temps de se reconstruire et il faut prendre le temps de cette réparation. Totalement. Qu'on ne prend pas en général. Non. Vu qu'en plus, c'est les personnes qui vont aller toujours plus. Elles vont se dire, attends, je me suis fait un super week-end, là, ça va. Là, ça va mieux. C'est que le week-end ne répond pas. Semaine de vacances, ça va aller. Ça va. Ça vous parle? Oui. Ouais. Je voudrais peut-être juste rajouter que s'il y a des personnes qui sont en détresse psychique ici et qui du coup, voilà, il y a des solutions. Donc c'est aussi ne pas mettre je veux pas effrayer. On parlera, oui. Voilà, de la lourdeur. partie solution aussi. C'est justement le but, c'est que quand vous entrez à notre conférence, on veut bien que vous ressortez avec quand même quelques éléments qui, on espère, Exactement. vous aidera et nous aidera aussi. Hein. J'aime beaucoup le dessin derrière. C'est parfait. Merci, nous. Oui, c'est un peu ce qui se passe dans notre tête. Donc, Sonia, tu as quelque chose à rajouter sur le burn-out non, pas du tout. On peut Vanessa, passer. En fait, si. Je voudrais, si vous acceptez, je sais que vous avez toutes les deux vécu des situations de burn-out et je sais que ça vous tenait peut-être à cœur de partager des témoignages. Donc peut-être Vanessa, est-ce que tu serais OK de nous partager ça? Oui, alors d'abord, par rapport à ce qui est partagé, par rapport aux résultats qu'on a vus tout à l'heure au tableau, enfin à l'écran, on voit bien qu'un tiers des personnes ne se sentent pas légitimes ou ne pensent que c'est bon, elles vont pouvoir gérer. Et en fait, ça, c'est vraiment un biais qu'on a naturellement, c'est d'en faire en fait une question individuelle, personnelle. Je ne vais pas bien, c'est mon problème. Je vais gérer. C'est moi qui fait mal a priori. En général, les personnes qui font des burn-out sont des personnes qui travaillent pour 3 ou 4. Donc, on a quand même ça en fond, en toile de fond, et c'est justement le problème. En ce qui me concerne, dans mon histoire, très brièvement, je me suis rendu compte que j'étais en burn-out. Donc, je suis sortie du déni du burn-out 6 mois peut-être après avoir vécu un effondrement total. Et surtout, je me suis rendu compte que je n'en avais pas fait qu'un. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à cocher les cases et à me dire, mais en fait, t'en as fait plusieurs. Et donc, il arrive un moment, quand on traite de cette question-là, du burn-out, concrètement, là, c'est, en effet, il faut du temps pour déjà, parce que le corps n'en peut plus, la tête non plus. Mais aussi, et c'est là où ça rejoint ce que tu disais, Sonia, c'est que ce n'est pas que professionnel, cette histoire de burn-out, et qu'elle s'inscrit sur une histoire en long cours, en fait. Et donc, c'est comment j'en arrive là, en fait. Comment j'en arrive à me sacrifier, comment j'en arrive à me compromettre totalement, c'est quoi ma question des limites. La question des limites est fondamentale, en fait. Et on n'a pas besoin d'attendre le burn-out ou d'être épuisé pour s'interroger sur c'est quoi mes limites en vrai. Est-ce que j'en ai déjà et est-ce que je les respecte? Voilà, ça c'est... Tu vois, Vanessa, ton burn-out, quand même, il a été déclaré. Donc, oui. Moi, pour le partage aussi, je pense que j'ai fait un burn-out qui n'était pas déclaré, donc j'étais dans le déni. Je travaillais beaucoup dans mes anciennes expériences, dans des banques d'investissement, dans la prod, la gestion des incidents, et ça s'arrêtait pas, en plus d'un environnement qui n'était pas très très sain, disons. On n'avait pas un accompagnement psychologique de nos managers. Et les signaux forts, c'était quand je n'arrivais plus à dormir, quand je faisais des cauchemars, voilà. Donc j'étais pas bien, mais je refusais de l'admettre. Donc je continuais à travailler plus jusqu'au jour où j'avais 2 choix. Donc je me dis, soit je vais aller consulter la médecine de travail, un psychologue ou autre. Et là, je savais tout de suite qu'il peut m'arrêter. Et j'étais pas prête. Donc mon cerveau n'acceptait pas le fait que je peux être déclarée en burn-out. Je refusais ça. Donc, et c'était pas à cause que du travail, hein, les circonstances de la vie. Je me retrouvais à élever un enfant toute seule et tout. Donc bon, bref. Tout ça, ça m'a mis sur 2 choix. Soit je vais dans ce chemin de thérapie, soit je démissionne, tout simplement. Et j'ai démissionné juste parce que je voulais pas aller dans ce chemin. Et par hasard, j'ai commencé une nouvelle expérience qui m'a fait beaucoup de bien dans un environnement beaucoup plus sain. Et voilà, donc ça, c'était pour mon expérience. Et ce qui m'amène aussi donc, au sujet suivant, donc notre métier. C'est pour ça qu'on a choisi de parler de santé mentale. Parce que, comme vous savez, donc, le support IT, la prod, c'est le cœur de nos systèmes IT. Donc, il faut être dans une réactivité impeccable, il faut gérer sans stress, il faut répondre très rapidement, il faut savoir communiquer, il faut gérer les stress
utilisateurs qui viennent nous voir, surtout si on travaille dans des mondes de la finance de marché, donc dans les traders, les gérants de portefeuille, savoir être aussi l'image pour les rassurer et avoir cette confiance. Donc, absorber ce stress. Ma question, ça va être pour toi, Jennifer. Est-ce que ce stress dans ce monde de prod est un frein ou plutôt un moteur dans ce secteur? Alors, pour moi, vraiment, le stress, c'est une composante avec laquelle on ne peut pas faire sans quand on travaille dans la production. C'est évident. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on met un petit peu en avant. C'est-à-dire que ce début de stress là, qui est très stimulant, qui nous permet d'être efficace, qui nous permet de mettre en avant nos compétences, on peut développer ce petit côté un peu super-héros. On arrive à sauver des millions d'euros, des millions de. Je regarde Fabrice parce qu'en fait, on a beaucoup d'expérience en commun là-dessus. Bravo. Donc, en fait, ce stress nous permet d'être efficace et c'est souvent ce qu'on met en avant. C'est-à-dire que quand on va recruter, et ça m'est arrivé en étant jeune manager, une des premières choses que je disais, c'était il faut être réactif, il faut avoir de l'énergie. Alors, on ne parle pas de stress, en fait. On parle de stimulation, on parle d'énergie, on parle de surstimulation. Mais c'est un peu comme le sport. C'est-à-dire que c'est bien. Ça amène à la performance si c'est calculé, s'il y a un cadre et si c'est sur c'est vraiment sur des petites durées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir ce rythme pendant des semaines et des mois. Et ça nous est arrivé tous, j'imagine, si vous avez travaillé dans l'environnement de la prod en direct face utilisateur. Mais ça n'est pas tenable s'il n'y a pas des moments de récupération, s'il n'y a pas des moments où on peut prendre un petit peu de recul et si on peut aussi avoir des relais. Donc, que ce soit des relais managériaux, que ce soit des relais vis-à-vis de nos collègues et puis aussi notre entourage personnel. Donc, je dirais oui, c'est un stimulateur de performance, mais dans une certaine mesure. Merci. Justement, en étant manager, c'était quoi les pratiques en vrai que vous avez mis en place pour vous aider? Alors, je vais vous parler de mon expérience actuelle. Le poste que j'utilise actuellement, c'est un poste qu'on m'a proposé parce que dans cette équipe, il y avait, donc c'était il y a 3 ans, 2 burn-out. Un cas d'épuisement professionnel, des situations de harcèlement remontées en RH et une équipe qui était sur le point d'exploser. Cadeau. Bon, voilà, cadeau. Voilà. Mais on ne me l'a pas dit tout de suite. On ne me l'a pas annoncé comme ça. Et en fait, c'est l'équipe qui me l'a dit. Okay. Et les personnes que j'ai prises en management m'ont dit, mais en fait, Jennifer, si tu es là, c'est parce qu'on nous a dit que tu étais capable de gérer ces situations. Merci. Donc, j'ai dû développer des techniques. La première des choses, c'est la sécurité. Moi, en tant que manager, c'est hyper important que mon équipe se sente en sécurité avec moi et dans l'environnement professionnel. Le petit clin d'œil. Ça veut dire être capable de manager dans la salle, ouais. Qui peuvent en témoigner. Ça veut dire une totale liberté de communication. Ça veut dire qu'on doit pouvoir se dire quand ça va et quand ça va pas. On doit pouvoir tirer la sonnette d'alarme. On doit pouvoir se dire j'en peux plus. Et on doit accepter de dire à minima, donc à moi en tant que manager ou à une autre personne de l'équipe, j'en peux plus, est-ce que tu peux m'aider? Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la sécurité, c'est hyper important. Et donc la sécurité, ça passe par l'écoute, ça passe par des one-to-one qui sont maintenus. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on ne nous donne pas le temps du one-to-one, surtout quand on fait en plus du management de la gestion de projet où on n'arrête pas de nous demander du reporting. Alors, des one-to-one avec nos managers, ça, il n'y a pas de problème. Des réunions, du reporting, on en a, mais il faut absolument maintenir ce temps. C'est hyper important parce qu'en fait, une équipe performante, elle l'est parce que, je pense, qu'il y a cette espèce d'attachement aussi et un besoin, une envie de faire... Alors faites attention à ce que je dis, mais une envie aussi de faire plaisir à la ligne managériale, mais seulement s'il y a ce retour d'intérêt. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. C'est le temps passé avec chacune des personnes. Et puis, cette question qui ne doit pas être la question d'ascenseur, ça me rappelle une référence. Je ne sais pas si Emery est dans le coin, mais... Emery, il fait une autre conférence en bas sur l'architecture. C'était avec Emery, un autre de mes anciens managers, il y a longtemps. Il y avait un bouquin dont le titre était « Ne me demandez plus jamais comment ça va ». En fait, il faut être capable d'accueillir le comment ça va. Cette question, elle est hyper importante. Je pense qu'on ne peut pas faire sans. Il faut la poser et il faut écouter la réponse.
Écouter est aussi dans l'empathie, beaucoup. Oui, et c'est pas évident. Ça aide. C'est pas Mais évident. Si on n'est pas empathique, on peut être bienveillant quand même. Il y a des choses à développer. Je pense qu'après, on peut se faire coacher. Hein. Il y a des techniques. Mais voilà, je me suis un petit peu étalée. Mais réellement, pour moi, c'est le cadre. C'est hyper important. Le cadre et la confiance et la sécurité. Et peut-être pour compléter, moi, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et je trouve aussi peut-être la notion de... On ne manage pas tout le monde de la même façon. Donc, essayer d'avoir en face de nous, on va avoir des profils avec des personnalités, avec des besoins, avec un système de valeurs qui va être complètement différent. Donc, imaginez qu'on est un manager et qu'on va faire pareil avec tout le monde. C'est utopique, puis ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment un leurre. Donc, vraiment se dire qui j'ai en face de moi, quel est son besoin. Et donc tu disais comment ça va, vraiment comment ça va. Et puis c'est pas ok, bon, super, si ça va, alors maintenant on passe au... Non, c'est vraiment comment tu vas, comment tu te sens, quelles sont tes problématiques. Et typiquement il y a un atelier qui s'appelle l'atelier du manager coach, c'est-à-dire celui qui va vraiment aller plus loin, vraiment faire accoucher le manager des choses qu'il est vraiment en train de vivre et pas simplement du ça va politique et sympathique du lundi matin. Après justement, Sonia, si le manager justement il applique tout ça et qu'il détecte, ça c'est une question qui revient assez souvent, si le manager détecte justement des signaux faibles ou forts, donc, et c'est là où des fois c'est pas évident pour le manager qui n'est pas expert dans le sujet, comment il gère ce genre de situation. Donc là c'est, comment on fait? Alors moi je voulais juste ajouter aussi, quand on demande comment ça va, ça me fait penser justement à ce que on peut développer en formation sur les premiers secours en santé mentale. C'est quand on demande comment ça va, c'est être capable d'entendre la réponse. Et donc, ça veut dire que peut-être que ça n'ira pas du tout en face. Et donc, si on pose la question, on la pose vraiment, mais on est prêt à entendre ce qui va en face, quoi, ou pas. Et justement, on forme sur les premiers secours en santé mentale. Donc ça existe en France depuis 2019 et depuis 20 ans en Australie. Et c'est comme les premiers secours physiques, sauf qu'on est sur le versant santé mentale. Donc moi, j'ai découvert ça quand j'étais dans mes gouffres et dans mes gouffres psychologiques. Et donc, quand j'ai vu l'émergence de ce mouvement citoyen, en fait, parce que c'est ça, en fait, hein, c'est vraiment le mojo, c'est apprendre à aider. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite vu le potentiel, en fait, et vers quoi on tend à se diriger aussi dans l'esprit du collectif, de l'aide vers l'autre. Et voilà, tout ça pour dire que ça existe et qu'on peut du coup passer des relais aussi à l'intérieur des équipes, dans les hiérarchies, voilà, que les managers ou les DRH ne supportent pas tout. Et donc, former des personnes pour avoir des ambassadeurs aussi sur la question de la santé mentale et pouvoir se soutenir en fait. C'est vrai qu'on n'est pas souvent formé à accueillir cette... Non. Et ça, c'est essentiel. Ouais. Et on l'oublie, cette phase. Après, ça nous amène aussi à la question comment les managers eux-mêmes prennent soin de leur santé mentale. Et ça, pour ceux qui étaient avec nous ce matin dans la conférence de Bruno Marie-Rose, celui qui a géré les Jeux Olympiques. Donc, la question que j'ai posée sur comment il a pris soin de sa santé mentale durant cette période très critique. Et il a répondu, il n'est pas là, hein, je pense qu'il est parti, oui. Mais je peux parler à son nom. Il a dit la chose qui l'a aidé beaucoup, c'est qu'il a fait beaucoup de sport. Et il a dit quelque chose qui est très intéressante aussi, c'est que devant ses équipes, il a dit, avant d'aller les voir, alors qu'il était très stressé, il va respirer. Et il fait le visage devant le miroir qu'il est content, c'est ce que j'ai retenu, et il va les voir. Donc voilà, le manager aussi, des fois, il prend sur lui. Hein, ouais. Voilà. Alors, moi, je suis pas comme ça. Vraiment, je suis pas comme ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez dynamique, optimiste, souriant, etc. J'essaie vraiment d'embarquer les équipes avec moi. Mais alors déjà je pense que on a l'équipe qu'on mérite et les miens, ils savent très bien que je peux pas leur mentir. Ils lisent quand je fais semblant. Et puis en plus, je pense que ça, le fait d'être aussi honnête en disant je suis votre manager, mais moi aussi je suis capable de craquer. Moi aussi, là, j'arrive au bout et du coup, je vais pas vous demander quelque chose d'impossible, mais on va réaliser quelque chose ensemble. C'est hyper important. Et l'année dernière, on avait un mantra. Alors cette année, il a un peu changé, mais on se fait une petite phrase. C'était « À l'impossible, nul n'est tenu ». Et c'est quelque chose que j'ai martelé à ma ligne managériale en disant « On fera ce qu'il faut, on fera les bonnes choses ». Mais on fera pas plus. On ne pourra pas vous faire l'impossible. Et ça, du coup, ça a été une phrase un petit peu qui a mis du liant dans l'équipe parce que on était un petit peu tous sur la même longueur d'onde. Donc, moi, je ne fais pas semblant.
Et puis j'ai la chance d'avoir des gens très matures qui me demandent aussi en one-to-one « Et toi, Jennifer, comment ça va ?» Et du coup, ça me fait me dire, si toi, tu prends soin des autres, du coup, mais qui prend soin de toi? Et tu disais qu'il y avait... Je ne me laisse pas abattre, entre guillemets, donc toi toute seule. Est-ce que tu as des relais en interne? Qui serait la personne que tu activerais en cas de besoin? J'ai la chance d'avoir une managériale qui est plutôt exceptionnelle. Et de toute ma carrière à l'ASG, qui est quand même un environnement difficile, j'ai eu des très bons managers. Et à Fabrice. Je suis obligée, en fait, il est juste en face de moi. Non, mais c'est vrai, réellement. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir une bonne ligne managériale et vraiment, ça me fait dire que la force du collectif, le collectif, c'est vraiment ce qui peut nous faire tenir au quotidien. Et alors, il y a une chose que je voulais rajouter aussi. Je pense que, je sais pas si on est un peu tous dans la même génération, mais pour ceux qui ont des enfants qui sont adolescents ou un peu plus âgés, ils s'autorisent aujourd'hui à parler beaucoup de santé mentale. Il y a énormément de ces sujets sont beaucoup parlés sur les réseaux sociaux. Et moi, ma fille, elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et elle me remet sur le droit chemin. Et de temps en temps, elle met un petit taquet en disant « Maman, là, ça suffit. Tu fais attention à toi, tu t'arrêtes. » Voilà. Et en fait, de se faire un petit peu recadrer par ses enfants, je crois que ça aide aussi à tenir. Et ça fait partie des relais au-delà des relais professionnels. C'est très bien. Après aussi, par rapport, tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais un peu de ça, à la performance, comme on voit en fait ici, comment allier performance avec santé mentale. Donc là aussi, c'est pas très évident pour un manager qui doit gérer la prod, doit assurer tout et en parallèle la santé de ses équipes. Comment équilibrer ça? Est-ce que... Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'analogie et le sport. C'est pas toujours évident parce qu'on sait que les moyens sont de plus en plus réduits. Et donc, on n'a pas des équipes qui sont avec énormément de personnes. Je pense que tant qu'on peut le faire, c'est hyper important de monitorer, de s'assurer qu'on pousse pas les gens à bout, de réussir à prendre le relais. Je pense que moi, je fais partie de ces managers qui essayent de temps en temps de pallier, peut-être un peu trop évidemment, mais qui essayent de prendre le relais justement pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui lâche en route. Je pense que c'est hyper important de travailler là-dessus et du coup de travailler sur une organisation aussi où personne n'est complètement indispensable, parce que ces personnes indispensables, ces héros là du quotidien, c'est ceux qui vont craquer les premiers. Donc, essayer de mettre en place justement une organisation qui va être, je vais pas dire équitable, mais équilibrée dans les responsabilités, dans l'expertise, dans la répartition du temps de travail et puis bien sûr, on refuse pas les congés, quoi. Enfin, c'est la moindre des choses, hein. Voilà. La base. C'est ça. Peut-être pour compléter sur la notion de performance, c'est que c'est imaginer être performant tout le temps. C'est court-termiste. Donc, en fait, il y a un moment où en fait, on va craquer. Et donc, il faut aussi se dire que performance va avec durabilité. Et donc, il faut réussir à, comme tu parlais du sportif, avoir des temps de pause. C'est comme si Michael Phelps faisait que nager. À un moment donné, il finit par ne plus savoir comment il s'appelle. Et donc, vraiment, il y a cette notion de savoir s'arrêter pour ne pas être en sur-régime, pour être performant. Donc, le temps off, l'arrêt, la pause est nécessaire à la notion de performance. Et derrière, justement, la performance, il faut qu'elle soit pour moi aussi très cadrée. Une performance, ça veut tout et rien dire. Donc, est-ce qu'il y a des KPI clairs? Est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce que des objectifs ciblés? Sinon, on peut être performant de plein de façons, mais du coup, elle va aussi avec cette notion presque rigoriste de savoir qu'est-ce que je dois atteindre, dans quel temps je dois l'atteindre. Exactement. Et du coup, de se dire, OK, une fois que c'est atteint, est-ce que j'ai un peu un temps pour m'arrêter pour potentiellement atteindre de nouveaux objectifs, que ce soit un cercle vertueux et pas vicieux. Mais c'est vrai, en tant que manager, pour le coup, je pense que là, c'est vraiment le truc pour lequel on peut pas déléguer cette partie-là. Donner un objectif, réussir à mobiliser l'équipe sur un temps précis en disant, voilà, on doit atteindre ce truc-là. Ça va être difficile pendant 2 semaines, ça va être difficile pendant 3 semaines, mais voilà, c'est ça notre objectif. Et je pense que ça permet de se projeter et je pense aussi que ça permet d'éviter l'effet de c'est sans fin, on n'y arrive jamais, quoi. Oui. Et Vanessa, oui, je pense que moi j'aimerais partager aussi que en tant que manager ou dirigeant, pour donner en fait cette exemplarité, c'est comment est-ce que moi je prends soin de moi-même en tant que manager ou dirigeant. Qu'est-ce que je fais pour moi vraiment? Et j'ai juste envie de rappeler les 5 piliers essentiels de la santé. 5 piliers. Les 5 piliers, ouais. 5, il faut retenir.
Je vous poserai les questions vers la fin. Qu'est-ce que vous avez retenu? On fera un petit quiz. Je dis ça, je dis rien. Allez. On a l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. Jusque-là, voilà, hein, ça parle à tout le monde. Le quatrième, pas des moindres et qui est vital en fait, c'est le lien social. Et le cinquième que j'ajoute volontiers, qui a été une vraie source d'inspiration pour moi justement dans la reconstruction post-burnout, c'est la nature. Et en fait, dans la nature, on va pouvoir aller voir comment ça fonctionne vraiment, le rythme, comment le temps est nécessaire, le temps dont tu parlais après qu'un champion ait fait une super performance. Bon, bah voilà, retourner dans la nature, c'est-à-dire notre propre nature, là d'où on vient, en fait. Comment on peut reprendre pied sur terre, être vraiment, cesser d'être hors sol, hein, se ramener là, ancré, et s'inspirer tout simplement de choses qu'on voit dans la nature, y compris en ville, c'est-à-dire les arbres, par exemple, et se ramener comme ça, là, maintenant, présent. Et pour moi, ça c'est vraiment essentiel, et c'est vraiment, je trouve que c'est... En fait, on peut même développer des choses en équipe, aller au contact de la nature, et puis prendre toutes ces enseignements, en fait. Et donc, en tant que dirigeant ou manager, c'est se demander, en fait, de temps en temps, est-ce que j'arrive à solliciter de l'aide? Est-ce que moi, j'arrive à détecter, est-ce que je suis en mesure de savoir si je vais bien ou moins bien? C'est quoi les causes courantes de stress chez moi, en fait? Est-ce que je sais ce que c'est que les émotions? À quoi ça sert? En fait, on en parle, mais en vrai, ça sert à quoi? Le corps, est-ce qu'à un moment donné, je l'écoute? Parce qu'en fait, la meilleure façon de revenir au moment présent, c'est le corps. Et voilà, et en fait, savoir si on peut aller chercher des infos sur le sommeil, la nutrition, aller voir des coachs, enfin voilà quoi, aller chercher un peu l'information et puis s'entourer en fait, voilà. Et prendre soin de soi en tant que manager, dirigeant, mais aussi pas que, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son équipe, prendre soin du global et voir un peu plus loin en fait, et étirer le regard un peu plus loin en fait, que dans la perf ou la course quoi. Exactement. Et le retour se fait. Et ça, encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit au départ. La question du lien, en fait, la question du soutien, la question du lien. Seul, je vois pas, quoi. Et peut-être que moi, je voudrais rappeler, enfin, de partager plusieurs fois, ça m'est arrivé dans les cadres de formation, c'est la notion d'exemplarité, c'est-à-dire des dirigeants, des fondateurs qui font appel à moi pour coacher, accompagner leurs équipes. Et donc moi, j'ai un grand mantra qui est tout part du fondateur, du dirigeant. Enfin, faut que tu sois là, quoi. C'est assis avec tes équipes pour te former à tout ce que je vais leur apprendre, parce que sinon, ça va être que dans un sens. Et l'expérience m'a montré que ceux qui ne sont pas présents, en fait, ça ne sert à rien, ça presque à rien de former leurs équipes, puisque eux-mêmes ne vont pas accompagner leur manager, ne vont pas savoir faire un feedback, ne vont pas savoir communiquer efficacement, ne vont pas être dans l'écoute active, ne vont pas respecter leur one-on-one. Et j'ai une entreprise accompagnée il n'y a pas longtemps. Typiquement, j'ai refait là un bilan à l'année. Les one-on-one ont tous sauté. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? Parce que nous-mêmes, on n'en a pas. Donc, en fait, du coup, on se dit que... Et en fait, du coup, ça rejoint cette notion d'exemplarité, de congruence. Donc, effectivement, de se dire, je veux nommer personne et pointer personne, mais je trouve ça très important, comme tu disais par rapport à ta fille, aussi de montrer l'exemple de, regarde, je vais prendre soin de moi, je vais faire ce qu'il faut, et du coup, je vais aussi être capable de t'apporter ça. Voilà. Très intéressant. Merci. On a passé presque 40 minutes à parler de santé mentale. Merci, parce qu'il fait chaud aussi. Après ces 40 minutes, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a retenu, hein? Je vous ai prévenu que j'allais poser la question. Qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Je vous invite de trouver 3 choses apprises, 2 choses retenues et 1 chose qu'on met en action. Qu'on action. Donc là, en fait, maintenant, prenez quelques secondes pour savoir ce qui vous a marqué le plus, ce que vous retenez en fait de ce moment-là, de partage plutôt théorique, et 1 chose que vous gardez et que vous allez mettre en action. Voilà. Et prenez ce temps-là, c'est du temps pour vous, parce qu'en fait, la vie, c'est maintenant, quoi. Exactement. Très belle conclusion. Très belle conclusion. Bravo. Merci Vanessa. Merci Sonia. Merci Jennifer. Merci. Et on va aussi vous laisser
le temps pour poser des questions si vous voulez, profitez. Donc, il faut scanner, c'est ça? Il y a déjà des questions. Ah, super. Très bien. On a des questions. Ouais. Super. Je choisis pas, c'est ça? J'ai pas le choix de. Il faut que je déroule tout. Il n'y a pas de souci. Mesdames, vous voyez l'écran ou pas? Oui. Oui, c'est bon. Okay, j'ai mieux noté. 25% de personnes ont des problèmes psychologiques. 1 sur 5 de ces 25% sont dangereuses, parano, PN. Comment alerter le management sur ces persos, sur ces personnes? Peut-être que PN, pour rappeler, c'est pervers narcissique, pour ceux qui ne l'auraient pas. Merci. Des réponses, mesdames? Je peux commencer. La question, c'est comment alerter le management sur ces personnes? Alors, je suis questionnée par la question parce que n'étant pas spécialiste, peut-être, n'étant pas une spécialiste ni soignante ni pratiquante, praticienne de psychologique, c'est difficile pour moi de poser. Enfin, c'est vraiment un diagnostic de parler de paranoïa ou de pervers narcissique. Néanmoins, je pense que il y a peut-être la première des choses à faire, c'est d'en discuter avec la RH. Il y a souvent des dispositifs de remontée de situations complexes ou de comportements inappropriés. Et ce sera peut-être plus simple d'en discuter avec nos RH quand elles sont sur le terrain, évidemment. Enfin, elles. Enfin, quand c'est souvent des femmes. Que le management, mais est souvent plus formé pour remonter pour traiter ce genre de situation. Ouais, tout à fait. La question du diagnostic, bon, là, on peut imaginer que la personne ressent vraiment ce qui est écrit et le vit vraiment comme tel. Mais par exemple, pour diagnostiquer un trouble de la schizophrénie, ça prend 5 ans. Quand on commence à s'en occuper. Donc là, voilà, je parle notamment pour le côté parano. Bon, voilà. Et puis d'ailleurs, ces termes, quand on se forme sur les premiers secours en santé mentale, en fait, on va revoir un peu notre champ lexical. Mais bon, ça, c'est une autre étape. On a une question très intéressante. J'aurais juste la question. Pardon, juste pour finir sur cette question, peut-être aussi quand tu es en situation où tu as l'impression d'être managé ou par quelqu'un de parano, de PN, etc., c'est compliqué pour soi-même d'aller faire la démarche parce que souvent on est sous emprise. Et donc, on revient à la notion du collectif. Si vous observez, si vous voyez, n'hésitez pas peut-être à simplement dénoncer et à aller voir la RH, aller voir les supérieurs, vraiment en parler, ne pas se dire « Ah, ça va aller, ils vont le régler entre eux ». Souvent, on est en incapacité parce qu'on est sous cette emprise-là. Ouais, on reste jamais seul avec une question comme ça. Exactement. Ça, c'est sûr. La médecine du travail, évidemment, bien sûr. Une question aussi très intéressante, parce qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est un hasard qu'il n'y a que des femmes sur scène aujourd'hui? Sommes-nous plus sensibles à ces sujets? Et du coup, si oui, c'est important de féminiser le management? C'est pas un complot. J'adore cette question. Un complot, ouais. Mais moi, je suis d'accord que oui, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, plus les femmes. Sauf, je sais qu'il y a des exceptions, hein, Christophe, je sais que tu rigoles. Parce que moi, ce sujet, je l'ai choisi, j'ai été inspirée, j'ai entendu un podcast de Emery et Christophe, toi, tu parlais des premiers secours en santé mentale. Je ne savais pas que ça existe, ça m'a inspirée et c'est comme ça que j'ai cherché et trouvé Vanessa sur le sujet. Donc, ça a été inspiré par un homme, ce sujet, pour ceux qui posent. C'est pas mal. Une dernière question avant qu'on clôture. On a beaucoup parlé de burn-out, quid du burn-out, souvent perçu comme une chance d'avoir une planque. Le sentiment de prison, d'ennui est dévastateur. Ça, c'est sûr. Ah bah, du coup, je peux témoigner. Je m'ennuie. Ouais. Non. Alors, actuellement, non. Mais j'ai eu une période de ma vie professionnelle où réellement je m'ennuyais parce que j'étais restée dans ma zone de confort. Je faisais la même chose depuis 5-6 ans. Il n'y avait pas de nouveauté. Alors j'avais du travail, aucun problème. J'avais des journées très bien remplies. Mais par contre, je n'avais rien. Et j'avais rien de nouveau. Et il y a un jour où je me suis rendu compte que j'étais en train de m'éteindre. Et je ne sais pas ce qui est... Alors, pour avoir vécu un petit peu des deux... c'est bien les petites... Pour avoir vécu un petit peu des deux situations,
comment dire, c'est pas, je vais parler de mon expérience personnelle, c'est pas réellement une planque. Néanmoins, c'est difficile de s'en sortir parce que justement, c'est difficilement admissible qu'on s'ennuie dans son travail et qu'on n'est qu'à 30% de ses capacités. J'ai réussi à le faire. Je suis allée voir mon N+, je sais plus combien, et je lui ai dit, écoute, ça suffit. Je suis en train de m'éteindre. Je suis à 30% de mes capacités. Si je continue comme ça, je vais perdre mon cerveau. Ouais. Bon, je sais pas si j'ai bien fait parce que là, du coup, la pente était la pente était très très haute. Mais je pense que, encore une fois, hein, c'est la ligne managériale et réussir à discuter de ça avec ses managers et ne pas avoir honte de dire qu'on s'ennuie et qu'on n'a pas, soit on n'a pas grand chose à faire, soit que le boulot n'est pas intéressant. On a tous, c'est quelque chose dont on voulait parler, mais on a tous notre zone de performance et notre zone de génie. Et il y a probablement un endroit dans lequel vous n'êtes pas à votre place puisque vous n'apportez pas la valeur que vous êtes censé apporter. Et ben, je pense qu'il faut avoir l'audace ou le courage de le dire pour aller briller ailleurs, quoi. Et peut-être juste pour compléter ce que tu dis sur la notion de burn-out et burn-out, peut-être un des liens entre les deux, c'est la notion du sens. Si j'ai pas de sens, s'il n'y a pas de vision. Il en parlait ce matin, Bruno. Il disait, je me suis assise avec tout le monde et je leur ai montré où on allait, le sens, le sens, la vision. Du coup, on arrive à cette situation potentiellement d'ennui qui est, comme tu dis, beaucoup plus, un tricky quand on sait pas trop quoi en faire, on sait pas trop comment le gérer parce qu'on a honte et il faut libérer aussi la parole dessus. Je m'ennuie, je comprends pas où on va, quel est le sens de ce qu'on fait, donne-moi ta directive. Et tu le disais tout à l'heure, faire plaisir, je vois ce que tu veux dire, cette notion de j'ai intégré une boîte parce que j'ai adhéré à des valeurs, j'ai adhéré à un système, j'ai adhéré à une culture d'entreprise. Où on en est? Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce que c'est toujours ça? Et du coup, moi, à mon échelle de mon poste, où j'en suis? Et ça revient à cette notion de zone de génie. Si je suis pas au bon endroit, c'est que du coup, je brille pas. Enfin, c'est pas pour moi. Où est ma zone de génie? Et la zone de génie, on l'a tous. C'est ce qui vous demande aucun effort et que vous faites facilement. Et donc, du coup, je vous pose la question, c'est quoi votre zone de génie, quoi? Posez-vous là. Merci, Sonia. Une dernière question. Après, je vous libère pour respirer. Christophe. Oui, tu peux faire un témoignage avec grand plaisir. Ah non, merci Christophe. Bon, on peut accueillir un peu Christophe à la scène. Je vais faire très vite. Christophe. En fait, je vais me faire 2 témoignages. Le premier, on parlait d'action activable. Inscrivez-vous à la formation PSSM France. Moi, des 10 dernières années, c'est la meilleure formation que j'ai faite. C'est la première chose que je peux vous dire. Vraiment, elle est intéressante et quand on est manager, ça nous aiderait vraiment. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Le témoignage qui est presque encore plus important, parce qu'on parle de libérer la parole. Moi, il y a 18 mois, j'ai fait un burn-out. Je me suis écroulé complètement. Je suis sorti d'un codir au vert où j'ai envie de prendre mon PC et de le jeter à la tête d'une personne, pour vous dire. Et ceux qui me connaissent, c'est pas du tout dans mon caractère. Et après, je suis allé pleurer pendant 1 heure à l'hôtel. Et après, je me suis arrêté, etc. Et au-delà de la situation dans laquelle j'étais, le témoignage que je veux faire, c'est qu'il y avait des signes physiques depuis que je me suis soigné, que j'étais accompagné, je vais très bien aujourd'hui. J'ai perdu 26 kilos, je n'ai plus de diabète, j'ai plus de cholestérol, j'ai plus d'hypertension. Et tout ça, ces trucs-là, ils étaient là. Ils étaient là et je les ai ignorés complètement. Quand tu parlais de faire attention à son corps, c'est exactement ça. En fait, on a les signes, ils sont tous là. Donc mon autre conseil, c'est regardez votre corps, regardez votre évolution, vos chiffres, vos KPI internes, personnels. Je dormais plus non plus, je dormais maximum 2 heures par nuit. Enfin, en fait, tout était là et je les ai complètement ignorés en faisant tout ce que tu disais, c'est-à-dire en ayant 3 postes en même temps. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc, ne pas l'oublier. Et quand tu parles de prendre soin de soi, moi, la meilleure chose que j'ai appris ces 18 derniers mois, c'est comme dans l'avion. Vous savez, quand on vous dit, dans cas de dépressurisation, il y a des masques qui tombent, commencez par le mettre à vous avant de le mettre aux voisins. Et ben, c'est ça. Voilà mon témoignage. Merci Christophe. Merci. Est-ce que je peux... Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, sur la dernière question, pardon, et après je vous promets, je me tais. C'est la question de ce que tu disais, j'ai perdu du poids, j'ai presque plus de maladie, entre guillemets. Le petit pas de côté que je veux faire s'il y a des gens qui sont en détresse, etc., c'est que le burn-out, déjà, on s'en sort. Et parfois, il y a ce qu'on appelle la destruction créative, donc créatrice, pardon. Ça peut permettre, typiquement, Vanessa s'est reconvertie, fait aujourd'hui ce qu'elle est venue vous présenter et qui est incroyable. Sana n'a plus jamais accepté qu'on la manage de cette façon à être dans une entreprise bienveillante. Donc voilà, je pense qu'il y a des solutions et puis on peut effectivement, comme toi aussi, du coup, se former et puis se guérir presque. Donc voilà, il y a un après. Saisir l'opportunité. Exactement. Merci mesdames. Merci Christophe pour ton témoignage. Merci à vous tous d'être là parmi nous. Merci beaucoup. Merci.